Donc voici le plan rapidement que je vais suivre. Cette mission est arrivée alors qu'était annoncé le plan de transformation Ma Santé 2022 et qu'en 2019, le milieu hospitalier a connu un certain nombre de tensions pour des raisons multiples. En novembre 2019, le Premier ministre, M. Édouard Philippe, met en place le plan Investir pour l'hôpital, avec notamment 2 mesures, les mesures 7 et 8, qui nous concernent directement à l'hôpital, adapter la gouvernance et le management des hôpitaux et alléger les procédures. Vous entendez ? Oui. Administrative des hôpitaux, de sorte que cette mission a été décidée en novembre 2019 et la lettre de mission a été signée par Madame le ministre de la Santé, Madame Buzyn, en décembre 2019. Dans cette lettre de mission, elle précisait que le président de la commission médicale d'établissement est investi et non pas devrait être investi, est investi dès décembre 2019 d'un pouvoir de codécision concernant le projet médical, la structuration des activités médicales, les nominations des responsables médicaux et également la priorisation des choix d'investissement qui ne peuvent donc pas se faire sans l'aval du président de la CME. À l'échelle des groupements hospitaliers de territoire, bien évidemment, il y a une commission médicale de groupement et un président qui va piloter le projet médical. Et enfin, il était demandé très précisément de retravailler sur la définition du service et de l'encadrement médical du service. Et donc, il était demandé, dans ces conditions, de rendre plus efficaces les liens entre les CME et les directions support et de simplifier l'ensemble des processus de fonctionnement à l'hôpital. En préambule, nous précisons que nous avions à traiter de la gouvernance hospitalière, c'est-à-dire des CHU et des CH, et que volontairement, nous n'avons pas abordé les spécificités hospitalo-universitaires qui, en elles-mêmes, nécessiteraient une réflexion approfondie. Et d'autre part, nous avons indiqué qu'il était urgent d'entreprendre un travail complémentaire sur l'organisation, le financement et la gouvernance du système de santé. Nous avons effectué 12 visites sur site, réalisé 30 auditions à Paris, ce qui a permis d'entendre 244 personnes, et surtout nous avons envoyé un questionnaire auquel 6507 personnes ont répondu. La mission devait rendre son rapport au 31 mars, mais du fait de l'épidémie à SARS-CoV-2, tout a été décalé, bien évidemment. En ce qui concerne le questionnaire, vous voyez qu'il y a eu quand même 1200 cadres de santé qui ont répondu, 1570 praticiens hospitaliers, bien sûr des présidents de CME, des directeurs généraux et un certain nombre de professionnels administratifs, environ 1 millier également, ce qui donne quand même une force de proposition et d'évaluation réelle de la vie telle qu'elle est ressentie par les acteurs au quotidien dans nos hôpitaux. Il se trouve que c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a donné le plus de réponses, suivie de Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France. Et à l'inverse, vous voyez que les territoires outre-mer et la Corse ont très peu répondu. À l'issue de ce travail, nous avons établi 9 constats. Premièrement, ce qui n'était pas un scoop, la perte d'attractivité de l'hôpital public, pas que pour des raisons de financement, mais également pour un certain nombre de contraintes qui sont estimées comme étant plus fortes dans les hôpitaux publics que dans d'autres établissements de santé. Le binôme directeur-président de CME est perçu de façon satisfaisante par les intéressés, mais de façon beaucoup plus variable par le reste de la communauté hospitalière. Et donc il apparaît une coupure très nette entre ce que l'on peut appeler le top management de l'hôpital et les acteurs médicaux et paramédicaux de terrain, source bien sûr d'un manque d'information ou de compréhension. Les instances de gouvernance, CME, directoire, conseil de surveillance, sont considérées comme mal connues, voire peu attractives pour les professionnels de terrain. Le service de soins a été considéré comme progressivement écarté des prises de décision dans l'hôpital. Et enfin, les délégations de gestion, que ce soit au niveau d'un service ou au niveau du pôle, sont jugées insuffisantes. Les responsables médicaux ne sont pas suffisamment formés aux fonctions de responsabilité qu'ils sont amenés à exercer. La lourdeur des procédures, le poids de l'absentéisme, la recherche des structures d'aval, l'absence de réponse de la hiérarchie et le code des marchés publics sont considérés comme les irritants les plus majeurs.
Enfin, l'échelon territorial est à redévelopper, affiner. À partir de là, nous avons établi 56 recommandations et 27 recommandations de bonnes pratiques managériales. Voici les 20 principales que je vais passer rapidement en revue. Reconnaître réglementairement la fonction de chef de service et notamment sa responsabilité en matière de qualité, sécurité des soins, qualité de vie au travail des équipes, encadrement des internes et des étudiants en santé. Faire du chef de service et du cadre de santé un binôme managérial équilibré et opérationnel, ce qui implique que le chef de service doit être impliqué dans le choix du cadre de santé du service. Reconnaître une part de rémunération associée à la prise de responsabilité, chef de service, chef de pôle, développer l'intéressement collectif. Pour ce qui est du binôme directeur-président de CME, rendre obligatoire des co-signatures par ces deux personnes pour les désignations individuelles des praticiens à des postes de responsabilité, les contrats de pôle, les modifications de structure des services médicaux et médico-techniques. Ceci était déjà écrit dans la loi HPST de 2009, mais si nous l'avons redit et réécrit, c'est que ce n'était pas appliqué de partout en France. Reconnaître une part de rémunération associée à la fonction de PCME et d'animateur de commission et donner au président de CME les compétences et les moyens nécessaires pour assurer leur responsabilité, ce qui malheureusement n'est pas le cas de partout. Associer les professionnels aux décisions. Donc des points importants. Rendre obligatoire l'élaboration d'un projet de management de gouvernance comportant un volet médical, précisant les valeurs managériales de l'établissement, les modalités de désignation des responsables hospitaliers, définir les liens fonctionnels entre chefs de service et cadres de santé, entre PCME et direction fonctionnelle, et puis un certain nombre de règles concernant l'instruction des projets, la politique de délégation, de gestion. Mise en place dans chaque établissement d'une cellule de gestion des projets qui permet au fil de l'eau, au cours de l'année, de pouvoir gérer des projets même s'ils n'ont pas été inscrits dans le cadre de l'EPRD et du budget. Structurer la procédure de sélection des responsables médicaux, c'est-à-dire ne pas imposer à un responsable médical une fonction pour laquelle il n'éprouve pas d'intérêt ou pas d'envie. Réorganiser les instances de gouvernance, c'est-à-dire asseoir le rôle important du directoire de façon concertée, d'une part, et d'autre part, redonner de la visibilité et de la décision à la commission médicale d'établissement. Et en particulier, elle élabore et propose au directoire le projet médical qui est intégré au projet d'établissement. C'est un rôle clé de la commission d'établissement puisque ça représente toute la stratégie médicale au sens le plus large du terme, et donc c'est bien un rôle de la CME. Des parcours managériaux adaptés pour les différents responsables médicaux en lien avec le Centre national de gestion. Mettre en place les délégations de gestion, d'une part au pôle quand ils existent et d'autre part au service, à condition que ceux qui vont être responsables de cette délégation de gestion soient suffisamment aidés et aient les moyens de pouvoir agir intelligemment. Simplifier et redonner du sens au quotidien des soignants, c'est-à-dire ne pas attendre 3 semaines pour remplacer une pompe, ne pas attendre 15 jours pour remplacer un matériel défectueux, etc., etc. Nouvelle dynamique partenariale au niveau du GHT et des territoires, et donc là encore, il s'agit de bien avoir une vision globale sur l'ensemble d'un territoire de santé, partager la permanence des soins, les politiques d'enseignement et de formation. Simplifier les processus nationaux. Nous avons beaucoup de procédures d'évaluation et de certification qui ne sont certainement pas remises en jeu, mais il faudrait un minimum d'homogénéisation et éviter que l'on passe du temps à préparer toute nouvelle mesure d'accréditation et de certification. En particulier, le COFRAC a été très visé. Lorsque ce rapport a été remis, après avoir été approuvé par les conférences de directeurs généraux, présidents de CME, de CH, de CHS, de CHU, par la Fédération hospitalière de France, par l'Association des directeurs d'hôpitaux,
le ministre Olivier Véran nous a demandé une mission complémentaire à rendre dans les 15 jours pour donner des éléments clés de simplification des organisations et des procédures hospitalières. Et donc avec l'ensemble de ces partenaires, nous avons donc retravaillé pour compléter finalement les recommandations et surtout intégrer les attentes qui émergeaient du fameux Ségur de la santé qui avait eu lieu entre-temps avec ces 4 piliers. Et nous avons insisté sur le fait qu'il était important de mettre en œuvre très rapidement ces recommandations qui font consensus, quelles que soient les conditions de fonctionnement de notre système sanitaire. Et donc voici ce qu'il a été proposé de façon rapide. Donc premièrement, simplifier le quotidien des services de soins, rendre efficace l'organisation interne en proposant que le pôle ne devait pas être appliqué systématiquement dans tous les hôpitaux. Certains pouvaient se dispenser de pôles, d'autres pouvaient souhaiter travailler avec des pôles. Renforcer l'attractivité des pratiques managériales, c'est-à-dire donner du goût à des praticiens de s'engager dans des responsabilités institutionnelles, permettre l'innovation et l'expérimentation de nouvelles pratiques professionnelles, simplifier les relations des hôpitaux d'une part avec les ARS, d'autre part avec l'assurance maladie, car on s'aperçoit que les deux parfois se contredisent, faire de l'évaluation en santé un vrai levier d'amélioration de la qualité des soins et du service rendu, simplifier tout ce qui est procédure budgétaire et comptable, donner de la visibilité et de la cohérence au financement et à l'investissement hospitalier. Lorsque des hôpitaux qui ont des constructions anciennes doivent se rénover, il n'est pas normal que le budget consacré à la restauration s'accompagne de contraintes et notamment de restrictions, soit de projets, soit de personnel. Coordonner et simplifier les procédures d'autorisation d'activités et d'équipements lourds, adapter le code des marchés publics pour donner beaucoup plus de liberté pour fonctionner, avoir réellement une organisation de santé dans le territoire, faisant intervenir notamment les collectivités, accélérer le déploiement du numérique, bien évidemment, et simplifier la mise en œuvre des actions de recherche et d'innovation. Et nous avons précisé que les budgets dédiés à la recherche devaient réellement être dédiés à la recherche et non pas combler le déficit éventuel de l'hôpital. Et je pense que c'est ma dernière diapositive de conclusion. Que peut-on faire? Nous n'avons pas besoin, dans les hôpitaux actuellement, d'attendre des décisions du gouvernement. Nous avons en nos mains des leviers pour initier des changements. C'est ce que certains hôpitaux, y compris des grands CHU, ont fait. Il n'est pas question de revenir sur la légitimité du chef d'établissement, qui est le directeur d'hôpital, qui est nommé par le gouvernement soit en Conseil des ministres pour les CHU, soit via l'ARS pour les CH, ni de remettre en cause la légitimité du président de CME, qui est l'élu de CPR et qui tire là toute sa légitimité. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. La vraie amélioration que nous attendons tous d'une gouvernance efficace et d'une simplification, c'est la pertinence, la qualité et la sécurité des soins dus aux patients, la bienveillance de management et, bien évidemment, le respect de l'argent public qui vient des impôts de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.